Bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la revue des grandes unes avec, en tout cas, la dernière édition et avec nos invités déjà sur ce plateau. Des invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Mais qu'est-ce que la presse nous propose? Découvrons ensemble. La nouvelle expression parle de fête du 20 mai, quand les sécessionnistes imposent la psychose. C'est d'ailleurs le grand titre du journal. À l'approche de la célébration de la fête de l'unité, la politique et même d'ailleurs la panoplie des mesures de sécurité que les autorités administratives prennent donc en cascade dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest peuvent donc nous permettre de comprendre qu'il y a justement un changement de fonctionnement dans le cadre de la stratégie de l'armée et avec notamment tout cela, on peut comprendre également que le gouvernement est dos au mur et a adopté donc la méthode de prévenir vaut mieux que guérir. C'est ce qu'on lit également dans la presse ce matin. La nouvelle expression notamment qui parle également du tribunal criminel spécial en petite une. Le chemin de croix de Vamulke et Polycarpe à Baba. C'est un autre article à lire en page 2. Le journal s'intéresse également au nord-ouest avec une ONG qui invente donc des serviettes. Oui, et ce qu'on peut découvrir aussi dans le journal en page 4 de ce numéro. Info Matin qui est dans les kiosques ce matin parle de crise anglophone avec l'église catholique qui abandonne le Cameroun aux terroristes. C'est ce que dit le journal. À travers un curieux appel à la méditation, le clergé a finalement se disqualifie lui-même donc des pistes de solutions pour le retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ce qu'on lit en page 3. Le journal parle également du festival du 20 mai avec l'armée en mode de séduction depuis quelques jours seulement. Vous pouvez découvrir tout cela en page 4 du journal Info Matin de ce matin. Et toujours dans les kiosques, on va découvrir l'aide du Sahel qui parle également des vérités et dans la localité du marché du sucre également avec les vérités du ministre du Commerce. Et c'est à lire en page 4 et 5 du journal. Le journal s'intéresse à l'unité nationale, ses visages, du vivre ensemble dans le Grand Nord. Ce qu'on peut découvrir également dans le dossier à lire de la page 6 à la page 8 et d'autres informations aussi que je vous invite à découvrir dans la plupart des tabloïds ce matin. Et également mutation qui s'intéresse en tout cas à ce qu'on évoque comme paix et unité au Cameroun, unité nationale notamment. Parlant de la tension danger, donc tout cela contenu dans un dossier proposé par mutation de la page 7 à la page 10. Donc les réactions également à découvrir, l'interview exclusive du cardinal Christian Toumi et l'historien Jean Coulan donc à découvrir. Dans le même journal, d'autres informations aussi, si vous faites un tour dans les kiosques ce matin. Camille Nelly, bonjour. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et particulièrement les accros de la revue des grandes unes. Merci d'être avec nous ce vendredi, comme tous les vendredis d'ailleurs. Georges Semé, bonjour. Bonjour à Robinongo, bonjour aux doyens et à tous ceux qui nous regardent. Voilà. Voyez-vous, donc la presse n'est pas restée insensible à tous ces sujets et comme vous le savez, nous sommes à l'approche de la fête du 20 mai. Et d'ailleurs, le titre de ce journal, La Nouvelle Expression, parle de quand les sécessionnistes imposent la psychose. Ça devient un autre problème, mais le gouvernement opte donc pour le prévenir vaut mieux que guérir. Ce n'est pas un problème. Le problème est là depuis très très longtemps. La psychose des attaques terroristes sur les villages, dans les villes et dans les bourgades isolées, elle est là. Et on sait très bien que ces groupes armés, parce que moi je refuse de les cantonner tous sous le label terrorisme, ces groupes armés qui opèrent à gauche et à droite, qui tuent les commissaires de police, qui égorgent des gendarmes et des militaires, qui emportent leur tête, qui brûlent les villages et contre lesquels justement aucune ONG ne pipe le moindre mot. On se contente seulement de dire qu'il y a des exactions du côté de l'armée camerounaise, mais on ne voit pas ce qui se passe en face. Donc il y a cette psychose qui est en train justement d'étreindre et le gouvernement et les responsables. Et quand moi j'entends le ministre de la Défense dire que non, pour la fête du 20 mai, toutes les mesures seront prises, moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'il restreigne seulement les mesures de sécurité et de sécurisation uniquement pour la fête. Mais c'est avant la fête, pendant la fête et après la fête. Il faudrait que les mesures qui sont prises ces mesures-là doivent amener les populations à se sentir beaucoup plus en sécurité, doivent amener les terroristes eux-mêmes à être terrorisés, parce qu'il faudrait bien que la terreur change de camp, parce que ce sont les groupes terroristes aujourd'hui qui font la loi, parce qu'ils se disent qu'on peut les attendre partout. Et vous savez très bien que l'autre grande menace, c'est les élections, parce que si ça commence avec la fête du 20 mai, qui n'est qu'une fête d'un seul jour, leur problème, leur grand objectif, c'est que les élections ne se tiennent pas dans le calme dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Donc moi je pense que le mot psychose utilisé par la nouvelle expression, c'est le mot que moi j'utilise depuis quelque temps. Il y a une psychose. Ces groupes armés tiennent absolument à mettre une psychose et c'est le cas.
Alors, on voit la psychose avec notamment les déplacés aujourd'hui, les populations qui sont parties des différentes localités pour se retrouver dans d'autres également au Cameroun. Mais est-ce que c'est une véritable pression que les terroristes mettent donc sur le gouvernement? Bien, je pense que la psychose dont parlent nos confrères de la nouvelle expression, ou alors la pression dont vous parlez, peut remonter depuis l'époque de Boko Haram. Parce qu'avec Boko Haram, au plus fort de cette crise terroriste de Boko Haram, le gouvernement camerounais avait déjà pris certaines mesures sécuritaires en temps normal et en temps exceptionnel ou en temps spécial, comme c'est le cas avec le 20 mai aujourd'hui, pour parer à toute éventualité. Et c'est vrai que la crise se trouve peut-être concentrée du côté de l'extrême nord, mais c'était toutes les régions qui étaient impactées par ces mesures sécuritaires. On le voit à plus forte raison aujourd'hui avec la crise sécessionniste, qui est une crise qui a une ampleur assez délicate du fait de ce que les anglophones ou alors les sécessionnistes peuvent être partout du fait de leur appartenance linguistique. Donc, c'est de façon conjoncturelle que le gouvernement camerounais a pris ces mesures et que l'on peut penser qu'il y a certainement une psychose du fait de la crise anglophone et du fait de ces mesures restrictives de liberté qu'on a vu du côté du nord-ouest, du sud-ouest et aujourd'hui du côté de l'ouest avec la ville de Djan où l'autorité régalienne a décidé de réduire la mobilité des engins à dire. Je pense que ça ne concerne pas seulement la région de l'Ouest, ça concerne les 10 régions du Cameroun avec cette crise sécessionniste qui malheureusement ne trouve pas de solution, mais qui s'amplifie. On a même entendu le gouverneur de la région littorale qui disait que les mouvements prévus pour être tout à fait, certains exercices vont se dérouler plutôt en journée. Certains exercices qui étaient prévus la nuit vont se dérouler en diurne, c'est-à-dire en journée. La fameuse retraite au flambeau qui s'est déroulée la nuit va se dérouler avant 17h. Mais je crois qu'ils ont maintenu finalement le feu d'artifice qui est souvent une activité nocturne. Ils l'ont maintenu en nocturne, mais je crois qu'elle sera assez légère et elle sera bien encadrée par les forces de sécurité pour que ça ne prête pas à confusion, parce que vous savez quand même que la région du littoral est frontalière à la région du sud-ouest où on accuse beaucoup de sécessionnistes. Donc toutes les mesures de sécurité seront prises. Donc il s'agit de mesures conjoncturelles et comme je disais, qui peuvent remonter depuis Boko Haram, mais qui sont plus amplifiées cette fois-ci avec la crise sécessionniste anglophone, parce que, bien évidemment, nos compatriotes anglophones peuvent être infiltrés par les sécessionnistes n'importe quel moment et n'importe où. Je voudrais ajouter, Flavien Malandoko, qu'il y a d'autres prescriptions qui ont été données, notamment celles qui circulent sur Internet, demandant, prescrivant aux Camerounais de toujours marcher avec leur carte d'identité, de ne plus porter des habits qui ont une connotation militaire, d'éviter des gros regroupements, de ne jamais fuir quand on vous interpelle. Bref, ça veut dire qu'il y a aussi un dispositif policier qui est mis en place, mais celui-là beaucoup moins voyant, mais qui est celui-là beaucoup plus soft, pour pouvoir peut-être mettre la main sur l'éventuel fauteur de troubles. Mais toujours est-il que on a le gouvernement, le ministre de la Défense, les forces du maintien de l'ordre prennent des dispositions, pas seulement du côté du sud-ouest et du nord-ouest, mais même dans les villes, parce qu'on sait très bien que les mêmes incidents peuvent se produire dans la ville, avec quelques excités qui peuvent arriver, se réunir, tirer sur les gens et disparaître, ou alors accepter de se faire abattre. Mais toujours est-il que la psychose, elle est là, elle est permanente, et moi j'ai dit que il faudrait que les mesures de sécurisation s'intensifient davantage, les mesures surtout sur le plan des renseignements aussi qui doivent être amplifiés. Alors il faut implémenter également la confiance, ou tout au moins renouveler et même accentuer la confiance entre les populations et les forces de défense, les forces de sécurité également, parce qu'on a vu qu'il y a eu un relâchement à ce niveau-là aussi, les populations qui avaient déjà perdu confiance à un moment. Et avec l'ouverture, la présentation de l'armée, en tout cas au grand public, depuis hier à Yaoundé, durant les 3 derniers jours avant la fête du 20 mai, ça permet également de comprendre qu'il y a un nouveau, ou alors de nouvelles confiances, la confiance renouvelée entre les forces de défense et les populations. Bien sûr, je crois que c'est même une très bonne idée d'ouvrir un peu l'armée, qui est parfois une profession fermée aux populations, pour que ces populations comprennent en fait ce que c'est que la profession des militaires. Elle ne peut pas toujours être considérée comme cette grande tueuse, ou alors ce monstre froid, ou alors cette grande muette. Il faut l'ouvrir absolument aux populations. Et pourquoi ne pas instaurer des journées de l'armée camerounaise, ou comme on le voit dans d'autres pays, aux États-Unis, en France, où l'armée camerounaise organise de grands ateliers pour expliquer les métiers de l'armée et démontrer qu'elle n'est pas toujours ce monstre dont on parle de temps en temps. C'est une très bonne idée d'ouvrir les portes de l'armée aux populations, mais il faut également que les populations s'habituent à venir vers l'armée, parce que
avec les comportements, avec les relations difficiles observées ces derniers temps entre les forces de l'ordre, tout corps compris, et les populations, ce n'est pas toujours aisé pour le Camerounais lambda de se rapprocher des forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre ont parfois certaines brebis galeuses de ces forces de l'ordre ont parfois tiré sur des civils pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la guerre, pour des affaires privées, et il y a donc cette relation assez difficile entre les populations et l'armée. Donc ce type d'acte permettrait de rétablir effectivement la confiance entre cette armée et ces populations. Camille, c'est Info Matin qui révèle ce sujet ce matin, parlant notamment de l'armée en mode de séduction finalement. Oui, l'armée en mode de séduction, l'armée a ouvert ses portes, l'armée a ouvert une sorte de journée porte ouverte du côté de l'aéroport, l'ancien aéroport de Yaoundé. Ça, c'est une très bonne chose pour les populations qui vont bien maintenant, qui viennent découvrir un peu l'intérieur de l'armée et poser toutes les questions qu'elles veulent. Mais moi, je vais revenir sur cette confiance entre les populations et l'armée. Flavien Valonongo, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est qu'une guerre. C'est-à-dire que vous vivez dans une ambiance permanente où vous avez des gens qui se cachent, vous ne savez pas d'où ils viennent, ils peuvent vous tirer dessus à tout moment. Vous ne savez pas ce que c'est que le militaire qui est sur le terrain, qui a vu deux de ses compagnons égorgés quelque part tout simplement parce qu'ils étaient isolés, et qui maintenant, quand ils arrivent dans un village pour rechercher les gens, vous réalisez que dans ce village, il y a même des gens qui sont complices, qui donnent les déplacements de l'armée. Ça veut dire que c'est un contexte extrêmement difficile. Mais on parle des questions de confiance et des renseignements à ce niveau-là. Cette confiance, justement, elle-même, elle doit être aussi implémentée par les populations qui doivent être en mesure de renseigner l'armée. Mais ces populations, elles font preuve d'une complicité passive. C'est-à-dire que parfois, elles ont peur de parler, parce qu'elles se disent que si elles parlent, elles peuvent être tuées. Et maintenant, elles ont peur de l'armée en se disant que si l'armée arrive pour rechercher ces gens-là, il peut y avoir des excès. Donc c'est très très difficile. Et moi, je me suis ému tout à l'heure, lors du dernier journal, là où quand j'ai vu l'ambassadeur des États-Unis dire que non, le Cameroun, l'aide que les États-Unis offrent au Cameroun, c'est uniquement pour Boko Haram, parce qu'ils ont envoyé 2 petits avions de surveillance, alors qu'on nous avait annoncé ici qu'ils allaient nous envoyer du matériel pour les mines antipersonnelles, pour les machins. Mais maintenant, ils envoient 2 petits avions d'observation et ils disent, et c'est ça qui m'a fait sursauter, ils disent que l'armée camerounaise doit faire preuve de respect des droits de l'homme. Les militaires américains ont respecté les droits de l'homme en Somalie, ils ont respecté les droits de l'homme au Vietnam. Les militaires américains ne peuvent pas donner de leçons, puisque eux-mêmes ils savent ce que c'est que le terrain. Et quand vous êtes face à des extrémistes qui ne viennent que mourir ou tuer, donc on ne peut pas, c'est-à-dire que c'est un contexte absolument difficile. Et les États-Unis n'ont pas de leçons à donner, de leçons de tempérance à donner. Au contraire, ils devraient augmenter les moyens au Cameroun, par exemple en nous donnant des drones, en nous donnant des missiles, c'est-à-dire que pour permettre... Il y a 300 soldats américains au Cameroun depuis... 300, mais ils font quoi? Est-ce que ces 300 soldats américains, c'est eux qui réussissent à contenir les assauts de Boko Haram ou des bandes armées qui sont du côté de l'extrême nord? Moi, j'en doute. Parce que malgré la présence de ces 300 soldats américains, on ne voit rien. On a plus vu 2 petits avions. Je dis des petits, on appelle ça, je vais vous dire comment on a, des petits avions hélices qui sont là pour l'observation. Non, c'est trop peu pour aider un pays qui est en but à des bandes armées qui viennent brûler des villages, qui viennent tuer des gens. Moi, je pense que les États-Unis n'ont pas de leçons de nos Camerounais. Par contre, la situation sur le terrain, surtout au sud-est et au nord-ouest, est extrêmement difficile à vivre. Pour nos militaires, il faut d'abord le dire, il faut le reconnaître, qu'on ne leur jette pas la pierre parce qu'en se disant que non, les militaires ne peuvent pas combattre les groupes armés en leur donnant des bises et des caresses. Très bien. Alors, donc, on parcourt l'article, en tout cas, la plupart des sujets traités par la presse, concernant notamment la veille du 20 mai, et ce qui a été également mis en place comme tout au moins stratégie pour contrecarrer notamment des éventuelles attaques et éventuelles mauvaises habitudes qui créent aujourd'hui la psychose dans les régions anglophones, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, quand Mutation titre parlant de paix et unité, Mutation parle attention danger, c'est exagéré? Non, pas du tout, parce que la paix et l'unité est menacée au Cameroun depuis des années. Ce n'est pas seulement l'apanage de la crise anglophone ou alors de Boko Haram. Cette paix est menacée depuis des années. Je prendrai 2 exemples concrets. D'abord, la question du tribalisme. Le tribalisme met en péril la paix et l'unité. 2 exemples. Un seul exemple. Lorsque j'appelle un compatriote, un Bamenda ou alors un Bouddha, je crois que ça crée une certaine fracture entre moi et ce compatriote. Et ça peut renverser effectivement la paix et l'unité. À l'instant du les Pygmées. Les Pygmées, voilà. Donc c'est stigmatiser son compatriote et ça crée des frustrations en lui qui peuvent effectivement nuire la paix et l'unité. Lorsqu'on prend maintenant le côté malgouvernance, je crois que la malgouvernance également
peut plomber sérieusement la paix et l'unité dans un pays. Lorsqu'il y a un enrichissement scandaleux d'une certaine élite ou alors d'une certaine tribu, je pense que ça crée des frustrations chez les pauvres et les autres au sein des autres ethnies. Donc je pense que le dossier qui est soulevé aujourd'hui par nos confrères de mutation est un dossier concret, c'est un dossier opportun qui est certainement en rapport avec la fête de l'unité, mais je pense que c'est une question qu'on pouvait évoquer depuis au moins 50 ans, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets depuis la création du Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Donc il faudrait peut-être créer les conditions, que l'élite politique crée les conditions pour que il n'y ait plus cette frustration entre les Camerounais. C'est vrai qu'on a créé une commission du multiculturalisme et du bilinguisme, mais elle ne peut pas tout faire elle-même. Elle ne peut pas tout faire elle seule. Il faudra une véritable politique nationale d'intégration nationale, d'intégration de toutes les régions, de partage et de distribution de la richesse nationale pour qu'on puisse taire les menaces qui pèsent sur la paix et l'unité. Je pense que alors, avec cette 46e édition, c'est l'occasion de leur rappeler une fois de plus. Toute cette semaine également, la presse est revenue, en tout cas dans les différents articles, sur les différents mœurs qui sont concoctés et consommés par les différentes localités. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle également des périls qui me guettent, donc le vivre ensemble au Cameroun, il y a véritablement un péril. Il y a un péril. Vous savez, dans les années 60-70, on parlait d'unité nationale. On parlait, le gouvernement d'époque parlait d'unité nationale. C'est dans les années 70 et 74, 80 qu'on a parlé d'intégration nationale. C'est-à-dire qu'on a dépassé le stade de l'unité pour l'intégration. C'est-à-dire qu'on unit les gens, mais maintenant on les intègre. Et aujourd'hui, on est en train de nous ramener à l'unité nationale. Donc moi, je pense qu'il y a un problème. Est-ce l'intégration nationale qui a foiré ou qui a capoté? On ne comprend pas trop bien. On nous ramène à un discours et un concept qui date de 35 ans, 40 ans. Bon, or, aujourd'hui, il y a plein de dangers. Les dangers sont là, visibles comme un éléphant dans le couloir. On parle de tribalisme, on parle de népotisme, on parle de malgouvernance, sans être mauvaise langue. Par exemple, il y a beaucoup de gens dans les forces de défense, des défenses qui estiment qu'il est inconcevable que le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, le secrétaire d'État à la Défense, le délégué général de la Sécurité nationale, le directeur de la DGRE, le président du tribunal militaire, soient tous de la même région. C'est inconcevable. On va se dire que demain après-demain, si on s'enlève, ils vont trouver ça, ils vont ressentir ça comme une injustice. Mais pendant ce temps, les autres estiment que c'est trop. Quand on réalise que, par exemple, dans les plus grands postes de régie financière, les plus grands patrons sont issus des mêmes régions. Il y a un problème. Et ce problème crée des frustrations qui, justement, portent atteinte à l'unité nationale. Or, quand le dire aujourd'hui, on va se dire que non, les journalistes sont mauvaises langues, mais ce sont des choses qui se disent tout bas, mais qui créent des frustrations et qui alimentent, qui sont le carburant d'une certaine révolte intérieure sourde, mais révolte qui est quand même réelle. Or, aujourd'hui, le tribalisme est là, mais vous savez très bien que l'un des plus grands pansements du tribalisme que nous avions ici, c'était l'équipe nationale du Cameroun. Quand les Lions indomptables jouaient, c'est tous les Camerounais qui étaient derrière. On ne voulait pas savoir que celui qui a marqué le but était un anglophone, un francophone, un Bamileke ou un Babimbi. Mais on s'est dit que c'était l'équipe nationale. Or, depuis que justement la mauvaise gouvernance a tué le football au Cameroun, le grand ciment, ce ciment a laissé ouverte, béante, une plaie qui justement s'appelle l'unité nationale. Donc, les dangers de l'unité nationale aujourd'hui sont beaucoup plus réels qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Et c'est pour cela que... D'où le titre de mutation, attention danger. Amplement justifié, amplement... Les dangers sont là, ils sont réels, ils sont indétournables, ils sont indiscutables. Et c'est pour cela qu'il va... pour tous et chacun de faire une introspection, de se dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais là, d'abord commencer par le gouvernement et bien entendu par le chef de l'État qui est lui-même le premier garant de toutes les institutions de ce pays. Très bien. Alors, paix et unité nationale, attention danger, c'est le grand titre de mutation ce matin. Les lecteurs vont davantage lire l'interview exclusive également du cardinal Christian Toumi et de l'historien Jean Koufan, qui sont donc les deux interviews en tout cas contenues dans le dossier proposé par le journal, de la page 7 à la page 10, donc à lire. Alors, Info Matin parle de crise anglophone. L'Église catholique abandonne le Cameroun aux terroristes. Écoutez, c'est un titre assez interpellateur, mais je pense que si il m'était donné de titrer pour nos confrères d'Info Matin, je ne l'aurais pas fait ainsi. Mais vous savez que dans la presse, chacun a son couloir, comme on dit, et chacun défend ses intérêts. C'est un titre effectivement très dur contre l'Église catholique, notamment la conférence épiscopale nationale, qui a rendu public un communiqué où ils appelaient un communiqué qui est intitulé Cri d'alerte en faveur d'une médiation et d'une réconciliation dans le cadre de la crise anglophone. Et ils ont relevé les tueries qu'il y avait cours, ils ont relevé les massacres et ils ont même appelé
à ce que les âmes se taisent et qu'il y ait un véritable dialogue. Je crois que là, l'Église est dans son rôle, même si nos confrères d'Info Matin pensent qu'il s'agit d'une incapacité de l'Église à de servir de monsieur bon office, dans le cadre de la question. On l'a vu quand même au Congo où on l'a vu au Congo, effectivement. Continue de jouer d'ailleurs. Nos confrères parlent également de traîtrise. Je crois que c'est des mots assez lourds qui expriment quand même, vu lorsqu'on voit du côté d'Info Matin, ça exprime la déception de voir l'Église catholique faire un peu comme Ponce Pilate, se laver les mains en appelant plutôt au dialogue. Mais moi je pense que cette Église catholique est absolument dans son rôle d'appeler tout le monde au dialogue, d'apaiser les tensions et d'appeler à ce que les massacres s'arrêtent. Si on fait une comparaison avec les crises qui ont lieu dans d'autres pays, vous avez cité le cas de la République démocratique du Congo, c'est une crise politique essentiellement une crise électorale. Elle est moins compliquée que celle qu'on vit au Cameroun aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes réalités que le Cameroun vit, contrairement à ce qu'on voit en République démocratique du Congo. Et je pense que lorsqu'on s'en tient également à la position du gouvernement camerounais, qui est une position de va-t-en-guerre, il est extrêmement difficile pour l'Église catholique d'engager une sorte de mission de bons offices entre les deux protagonistes. Mais je pense que déjà en appelant au dialogue et en appelant à l'arrêt des massacres, l'Église est dans son rôle et nos confrères, en parlant d'incapacité ou de traîtrise, ont trop vite jugé l'Église catholique qui, je crois, détient encore plusieurs actes, plusieurs cordes dans leurs actes et peut-être, pourquoi pas prochainement, ils pourront entamer une mission de... Le journal n'est pas que resté sur ce que l'Église catholique évoque, je voudrais dire le Conseil national épiscopal, le Conseil épiscopal national, mais parle également de ce qui se passe au sein des prélats entre eux, qui augure des relations aussi effritées, mais seulement on observe selon le titre du journal, s'il exagère, que l'Église catholique a abandonné le Cameroun aux terroristes. Mais l'Église, c'est d'abord la prière, c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est amener les gens à comprendre Dieu, à se tourner vers Dieu, à ouvrir leur corps vers Dieu. Moi, je ne pense pas que Monseigneur Cléda ait péché en demandant aux uns aux autres de mettre leurs genoux au sel et de prier. De prier pour la paix, de prier pour la paix des cœurs, de prier que les âmes cessent. Et c'est tout ce que l'Église catholique peut faire aujourd'hui. L'Église catholique ne peut pas faire plus. Mais quand Georges Sémé dit que l'Église catholique demande aux deux protagonistes, il y a deux protagonistes, il y a un protagoniste en face de l'État. Quel est le protagoniste qui est en face de l'État avec lequel on peut dialoguer? Parce que moi, je dis que les rebelles ne sont pas un camp. Ne sont pas un protagoniste. C'est des protagonistes face à un protagoniste. Non, même s'ils sont plusieurs rebelles, je pense oui, mais on va les identifier comment? L'État a quand même un en face de lui, puisque il y a des arrestations qui se font quand même. Mais les arrestations, on va discuter avec les gens qui sont arrêtés pendant que d'autres sont en train de tuer les gens au quartier. Vous allez discuter avec qui? Et ceux qui sont en train de tuer les gens dans les villages, vous allez les attraper ou pour leur dire venez discuter. Moi, je pense que ce concept-là de dialogue, il faut un peu la revoir. Bon, mais pour revenir justement au message de l'Église catholique, moi je pense que l'Église catholique ne peut faire que cela. Mais il est vrai aussi que ce n'est pas seulement en priant on vit d'espoir. Et un proverbe dit qui se nourrit d'espoir finit par mourir de faim. Hein? Mais la prière seule ne suffira pas à résoudre. Encore que ceux qui égorgent de personnes, emportent leur tête, ne doivent pas beaucoup prier. Très bien. C'est dans j'allais dire Info Matin, qui parle de crise avec l'Église catholique qui abandonne le Cameroun aux terroristes. C'est l'un des titres, en tout cas, que je vous invite à lire en page 3. On va dire un mot sur le tribunal criminel spécial, le chemin de croix de Vamulke et de Polycarpe Ababa, l'ex-directeur général de la CRTV, l'ancien ministre des Finances. On constate que, selon le reporter, ne cesse de piaffer sur le banc des accusés. L'affaire Vamulke est vraiment un procès kafkaïen. Vous savez, ça fait 2 ans que M. Amadou Vamulke est arrêté. On l'accuse de détournement en coaction avec M. Ababa et avec Mendozé. Le détournement avec M. Mendozé est improbable, il est impossible, puisque au moment où M. Vamulke a été nommé directeur de la CRTV, la première chose qu'il a faite, c'est un audit pour dissocier la gestion Mendozé et la sienne. On peut trouver nulle part une quelconque coaction de détournement. Par rapport à M. Ababa, qui était directeur des impôts, parce que c'est au moment où il était directeur des impôts, on parle de cette affaire de redevance audiovisuelle, il faut comprendre que ce procès lui-même, il est tronqué. Il est tronqué parce qu'on arrête aujourd'hui Vamulke après avoir officié la CRTV pendant 11 ans. Mais pendant 11 ans, Vamulke recevait au moins 3 ou 4 contrôles de l'État. Parce qu'il fallait absolument le coercer. C'est au bout de 11 ans, au moment où on l'a enlevé, qu'on estime qu'il a détourné l'argent avec Ababa. Mais dans l'affaire des redevances audiovisuelles, pour laquelle M. Mendozé a arrêté, est-ce que vous savez qu'il y a un protagoniste qui est curieusement absent des procès? Lui qui est entré à la CRTV comme un simple petit cadre,
qui gérait les fonds audiovisuels, qui est devenu multimilliardaire, qui organisait des championnats de football dans un village qui n'existait pas, qu'il a créé ex nihilo et dont il s'est fait nommer chef. Et ce monsieur, il n'a jamais été inquiété. Comment peut-il être devenu milliardaire, sinon que par les redevances audiovisuelles? Mais on ne l'appelle pas, on n'a jamais cité au tribunal. Mais ensuite, monsieur Amadou Vamouké, alors que cette affaire de redevances audiovisuelles ne dépendait pas de la gestion directe du directeur général. Les redevances audiovisuelles venaient des impôts, passer dans des services et les besoins étaient exprimés par les services financiers qui a envoyé les besoins et le directeur général les signait. Alors, dans l'article de ce matin, on constate qu'également il dit qu'il ne se reconnaît pas dans tout ce qui lui est reproché. Et depuis 2 ans, on n'arrive même pas à boucler cette instruction. C'est pour ça qu'on dit qu'on va bien voir comment va se terminer ce procès, parce que c'est un procès en cercelé. Et d'ailleurs que M. Ababa a affirmé qu'il n'a rien fait du tout avec M. Vamouké. Georges Sémé, c'est un dossier, en tout cas, on parle d'une affaire, d'une procédure qui s'est embourbée. Bien, écoutez, je crois que je fais partie de ceux qui font encore confiance à la justice, même si on peut relever quand même quelques travers, quelques dysfonctionnements dans certaines décisions qui ont été rendues. Et sur l'affaire Vamouké, je pense que ça commence à bien faire, parce que depuis juillet 2016, quand même, on serait bien avancé et on aurait pu voir très clair qui a fait quoi dans cette affaire entre l'État du Cameroun, Amadou Vamouké, Mendoza et Ababa. Mais après 2 ans, la procédure en est encore à la forme, aux réclusions des collèges, à l'arrêt des procédures. Je crois que lorsqu'on rentrera dans le fond du dossier, on va démêler les chevaux et on saura qui a véritablement détourné les biens publics qui ont trait à la redevance audiovisuelle. Mais pour l'instant, je ne serai pas très dur comme le doyen. On fait confiance à notre justice et on espère que la procédure sera très rapide et que très rapidement on rentrera dans le fond du dossier afin d'émettre la culpabilité. Voilà. Alors, je vous invite également à prendre rendez-vous dimanche sur les antennes de Kinos Télévision, dont Marie Sixte Nemo, qui est Messina en tout cas, qui sera donc la fondatrice de l'orphelinat Main dans la mer, qui est l'invitée de dimanche avec vous. Elle devra parler de ses 30 ans de vie avec les enfants de la rue, les enfants abandonnés et tous les autres aussi. Donc dans le cadre de dimanche avec vous, vous aurez donc l'occasion de découvrir qu'est-ce qu'elle a pu faire et qu'est-ce qu'elle a réalisé comme action et qu'est-ce qu'elle a sauvé comme vie, en tout cas durant ces 30 années passées au service des orphelins. Merci à vous, madame, monsieur, bon week-end et surtout retrouvons-nous mardi. Moi, je refuse de les cantonner tous sous le label terrorisme. Ces groupes armés qui opèrent à gauche et à droite, qui tuent les commissaires de police, qui égorgent des gendarmes et des militaires, qui emportent leur tête, qui brûlent les villages et contre lesquels, justement, aucune ONG ne pipe le moindre mot. On se contente seulement de dire qu'il y a des exactions du côté de l'armée camerounaise, mais on ne voit pas ce qui se passe en face. Donc il y a cette psychose qui est en train justement d'étreindre et le gouvernement et les responsables. Et quand moi j'entends le ministre de la Défense dire que non, pour la fête du 20 mai, toutes les mesures seront prises, moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'il restreigne seulement les mesures de sécurité et de sécurisation uniquement pour la fête. Mais c'est avant la fête, pendant la fête et après la fête. Il faudrait que les mesures qui sont prises ces mesures-là doivent amener les populations à se sentir beaucoup plus en sécurité, doivent amener les terroristes eux-mêmes à être terrorisés, parce qu'il faudrait bien que la terreur change de camp, parce que ce sont les groupes terroristes aujourd'hui qui font la loi, parce qu'ils se disent qu'on peut les attendre partout. Et vous savez très bien que l'autre grande menace, c'est les élections, parce que si ça commence avec la fête du 20 mai, qui n'est qu'une fête d'un seul jour, leur problème, leur grand objectif, c'est que les élections ne se tiennent pas dans le calme dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Donc moi je pense que le mot psychose utilisé par la nouvelle expression, c'est le mot que moi j'utilise depuis quelque temps. Il y a une psychose. Ces groupes armés tiennent absolument à mettre une psychose, et c'est le cas. Alors on voit la psychose avec notamment les déplacés aujourd'hui, les populations qui sont parties des différentes localités pour se retrouver dans d'autres également au Cameroun. Mais est-ce que c'est une véritable pression que les terroristes se mettent donc sur le gouvernement? Bien, je pense que la psychose dont parlent nos confrères de la nouvelle expression, ou alors la pression dont vous parlez, peut remonter depuis l'époque de Boko Haram. Parce qu'avec Boko Haram, au plus fort de cette crise
terroristes de Boko Haram, le gouvernement camerounais avait déjà pris certaines mesures sécuritaires en temps normal et en temps exceptionnel ou en temps spécial, comme c'est le cas avec le 20 mai aujourd'hui, pour parer à toute éventualité. Et c'est vrai que la crise se trouve peut-être concentrée du côté de l'extrême nord, mais c'était toutes les régions qui étaient impactées par ces mesures sécuritaires. On le voit à plus forte raison aujourd'hui avec la crise sécessionniste, qui est une crise qui a une ampleur assez délicate du fait de ce que les anglophones ou alors les sécessionnistes peuvent être partout du fait de leur appartenance linguistique. Donc c'est de façon conjoncturelle que le gouvernement camerounais a pris ces mesures et que l'on peut penser qu'il y a certainement une psychose du fait de la crise anglophone et du fait de ces mesures restrictives de liberté qu'on a vu du côté du nord-ouest, du sud-ouest et aujourd'hui du côté de l'ouest avec la ville de Djan où l'autorité régalienne a décidé de réduire la mobilité des engins à dire. Je pense que ça ne concerne pas seulement la région de l'Ouest, ça concerne les 10 régions du Cameroun avec cette crise sécessionniste qui malheureusement ne trouve pas de solution, mais qui s'amplifie. On a même entendu le gouverneur de la région littorale qui disait que les mouvements prévus pour être tout à fait, certains exercices vont se dérouler plutôt en journée. Certains exercices qui étaient prévus la nuit vont se dérouler en diurne, c'est-à-dire en journée. La fameuse retraite au flambeau qui s'est déroulée la nuit va se dérouler avant 17 h. Mais je crois qu'ils ont maintenu finalement le feu d'artifice qui est souvent une activité nocturne. Ils l'ont maintenu en nocturne, mais je crois qu'elle sera assez légère et elle sera bien encadrée par les forces de sécurité pour que ça ne prête pas à confusion, parce que vous savez quand même que la région du littoral est frontalière à la région du sud-ouest où Bonjour à tous, madame, monsieur, merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la revue des grandes unes avec, en tout cas, la dernière édition et avec nos invités déjà sur ce plateau. Des invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Mais qu'est-ce que la presse nous propose? Découvrons ensemble. La nouvelle expression parle de fête du 20 mai quand les sécessionnistes imposent la psychose. C'est d'ailleurs le grand titre du journal. À l'approche de la célébration de la fête de l'unité, la politique et même d'ailleurs la panoplie des mesures de sécurité que les autorités administratives prennent donc en cascade dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest peuvent donc nous permettre de comprendre qu'il y a justement un changement de fonctionnement dans le cadre de la stratégie de l'armée et avec notamment tout cela, on peut comprendre également que le gouvernement est dos au mur et a adopté donc la méthode de prévenir vaut mieux que guérir. C'est ce qu'on lit également dans la presse ce matin. La nouvelle expression notamment qui parle également du tribunal criminel spécial en petite une. Le chemin de croix de Vamulke et Polycarpe à Baba. C'est un autre article à lire en page 2. Le journal s'intéresse également au nord-ouest avec une ONG qui invente donc des serviettes. Oui, et ce qu'on peut découvrir aussi dans le journal en page 4 de ce numéro. Info Matin qui est dans les kiosques ce matin parle de crise anglophone avec l'église catholique qui abandonne le Cameroun aux terroristes. C'est ce que dit le journal. À travers un curieux appel à la méditation, le clergé a finalement se disqualifie lui-même donc des pistes de solutions pour le retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ce qu'on lit en page 3. Le journal parle également du festival du 20 mai avec l'armée en mode de séduction depuis quelques jours seulement. Vous pouvez découvrir tout cela en page 4 du journal Info Matin de ce matin. Et toujours dans les kiosques, on va découvrir les du Sahel qui parle également des vérités et dans la localité du marché du sucre également avec les vérités du ministre du Commerce. Et c'est à lire en page 4 et 5 du journal. Le journal s'intéresse à l'unité nationale, ses visages, du vivre ensemble dans le Grand Nord, ce qu'on peut découvrir également dans le dossier à lire de la page 6 à la page 8 et d'autres informations aussi que je vous invite à découvrir dans la plupart des tabloïds ce matin et également mutation qui s'intéresse en tout cas à ce qu'on évoque comme paix et unité au Cameroun, unité nationale notamment. Parlant de la tension danger, donc tout cela contenu dans un dossier proposé par mutation de la page 7 à la page 10. Donc les réactions également à découvrir, l'interview exclusive du cardinal Christian Toumi et l'historien Jean Coulan donc à découvrir. Dans le même journal, d'autres informations aussi si vous faites un tour dans les kiosques ce matin. Camille Nelly, bonjour. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et particulièrement les accros
de la revue des Grandes Unes. Merci d'être avec nous ce vendredi, comme tous les vendredis d'ailleurs. Georges Semel, bonjour. Bonjour à Robin Novo, bonjour aux doyens et à tous ceux qui nous regardent. Voilà. Voyez-vous, donc la presse n'est pas restée insensible à tous ces sujets. Et comme vous le savez, nous sommes à l'approche de la fête du 20 mai. Et d'ailleurs, le titre de ce journal, La Nouvelle Expression, parle de quand les sécessionnistes imposent la psychose. Ça devient un autre problème, mais le gouvernement opte donc pour le prévenir vaut mieux que guérir. Ce n'est pas un problème. Le problème est là depuis très très longtemps. La psychose des attaques terroristes sur les villages, dans les villes et dans les bourgades isolées, elle est là. Et on sait très bien que ces groupes armés... on accuse beaucoup de sécessionnistes, donc toutes les mesures de sécurité seront prises. Donc il s'agit de mesures conjoncturelles et comme je disais, qui peuvent remonter depuis Boko Haram, mais qui sont plus amplifiées cette fois-ci avec la crise sécessionniste anglophone, parce que, bien évidemment, nos compatriotes anglophones peuvent être infiltrés par les sécessionnistes n'importe quel moment et n'importe où. Je voudrais ajouter, Flavien Malandoko, qu'il y a d'autres prescriptions qui ont été données, notamment celles qui circulent sur Internet, demandant prescrivant aux Camerounais de toujours marcher avec leur carte d'identité, de ne plus porter des habits qui ont une connotation militaire, d'éviter des gros regroupements, de ne jamais fuir quand on vous interpelle. Bref, ça veut dire qu'il y a aussi un dispositif policier qui est mis en place, mais celui-là beaucoup moins voyant, mais qui est celui-là beaucoup plus soft, pour pouvoir peut-être mettre la main sur l'éventuel fauteur de troubles. Mais toujours est-il que on a le gouvernement, le ministre de la Défense, les forces du maintien de l'ordre prennent des dispositions, pas seulement du côté du sud-ouest et du nord-ouest, mais même dans les villes, parce qu'on sait très bien que les mêmes incidents peuvent se produire dans la ville, avec quelques excités qui peuvent arriver, se réunir, tirer sur les gens et disparaître, ou alors accepter de se faire abattre. Mais toujours est-il que la psychose, elle est là, elle est permanente, et moi j'ai dit que il faudrait que les mesures de sécurisation s'intensifient davantage, les mesures surtout sur le plan des renseignements aussi qui doivent être amplifiés. Alors il faut implémenter également la confiance, ou tout au moins renouveler et même accentuer la confiance entre les populations et les forces de défense, les forces de sécurité également, parce qu'on a vu qu'il y a eu un relâchement à ce niveau-là aussi, les populations qui avaient déjà perdu confiance à un moment. Et avec l'ouverture, la présentation de l'armée, en tout cas au grand public, depuis hier à Yaoundé, durant les 3 derniers jours avant la fête du 20 mai, ça permet également de comprendre qu'il y a un nouveau, ou alors de nouvelles confiances, la confiance renouvelée entre les forces de défense et les populations. Bien sûr, je crois que c'est même une très bonne idée d'ouvrir un peu l'armée, qui est parfois une profession fermée aux populations, pour que ces populations comprennent en fait ce que c'est que la profession des militaires. Elle ne peut pas toujours être considérée comme cette grande tueuse, ou alors ce monstre froid, ou alors cette grande muette. Il faut l'ouvrir absolument aux populations. Et pourquoi ne pas instaurer des journées de l'armée camerounaise, ou comme on le voit dans d'autres pays, aux États-Unis, en France, où l'armée camerounaise organise de grands ateliers pour expliquer les métiers de l'armée et démontrer qu'elle n'est pas toujours ce monstre dont on parle de temps en temps. C'est une très bonne idée d'ouvrir les portes de l'armée aux populations, mais il faut également que les populations s'habituent à venir vers l'armée, parce que avec les comportements, avec les relations difficiles observées ces derniers temps entre les forces de l'ordre, tout corps compris, et les populations, ce n'est pas toujours aisé pour le Camerounais lambda de se rapprocher des forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre ont parfois certaines brebis galeuses de ces forces de l'ordre ont parfois tiré sur des civils pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la guerre, pour des affaires privées, et il y a donc cette relation assez difficile entre les populations et l'armée. Donc ce type d'acte permettrait de rétablir effectivement la confiance entre cette armée et ses populations. Camille, c'est Info Matin qui révèle ce sujet ce matin, parlant notamment de l'armée en mode de séduction. Finalement. Oui, l'armée en mode de séduction, l'armée a ouvert ses portes. L'armée a ouvert une sorte de journée porte ouverte du côté de l'aéroport, l'ancien aéroport de Yaoundé. Ça, c'est une très bonne chose pour les populations qui vont bien maintenant, qui viennent découvrir un peu l'intérieur de l'armée et poser toutes ces... Stigmatiser son compatriote, et ça crée des frustrations en lui qui peuvent effectivement caricature la paix et l'unité. Lorsqu'on prend maintenant le côté malgouvernance, je crois que la malgouvernance également peut plomber sérieusement la paix et l'unité dans un pays. Lorsqu'il y a un enrichissement scandaleux d'une certaine élite ou alors d'une certaine tribu, je pense que ça crée des frustrations chez les pauvres et les autres au sein des autres ethnies. Donc je pense que le dossier qui est soulevé aujourd'hui par nos confrères de mutation est un dossier concret, c'est un dossier opportun,
qui est certainement en rapport avec la fête de l'unité, mais je pense que c'est une question qu'on pouvait évoquer depuis au moins 50 ans, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets depuis la création du Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faudrait peut-être créer les conditions, que l'élite politique crée les conditions pour que il n'y ait plus ces frustrations entre les Camerounais. C'est vrai qu'on a créé une commission du multiculturalisme et du bilinguisme, mais elle ne peut pas tout faire elle-même. Elle ne peut pas tout faire elle seule. Il faudra une véritable politique nationale, d'intégration nationale, d'intégration de toutes les régions, de partage et de distribution de la richesse nationale pour qu'on puisse taire les menaces qui pèsent sur la paix et l'unité. Je pense que avec cette 46e édition, c'est l'occasion de leur rappeler une fois de plus. Toute cette semaine également, la presse est revenue, en tout cas dans les différents articles, sur les différents mœurs qui sont concoctés et consommés par les différentes localités. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle également des périls qui me guettent, donc le vivre ensemble au Cameroun, il y a véritablement un péril. Il y a un péril. Vous savez, dans les années 60-70, on parlait d'unité nationale. Le gouvernement d'époque parlait d'unité nationale. C'est dans les années 70 et 74, 80 qu'on a parlé d'intégration nationale. C'est-à-dire qu'on a dépassé le stade de l'unité pour l'intégration. C'est-à-dire qu'on unit les gens, mais maintenant on les intègre. Et aujourd'hui, on est en train de nous ramener à l'unité nationale. Donc moi je pense qu'il y a un problème. Est-ce l'intégration nationale qui a foiré ou qui a capoté? On ne comprend pas trop bien. On nous ramène à un discours et un concept qui date de 35 ans, 40 ans. Bon, or, aujourd'hui, il y a plein de dangers. Les dangers sont là, visibles comme un éléphant dans le couloir. On parle de tribalisme, on parle de népotisme, on parle de malgouvernance, sans être mauvaise langue. Par exemple, il y a beaucoup de gens dans les forces de défense, des défenses qui estiment qu'il est inconcevable que le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, le secrétaire d'État à la Défense, le délégué général de la Sûreté nationale, le directeur de la DGRE, le président du tribunal militaire, soient tous de la même région. C'est inconcevable. On va se dire que demain, après-demain, si on s'enlève, ils vont trouver ça, ils vont ressentir ça comme une injustice. Mais pendant ce temps, les autres estiment que c'est trop. Quand on réalise que, par exemple, dans les plus grands postes de régie financière, les plus grands patrons sont issus des mêmes régions. Il y a un problème. Et ce problème crée des frustrations qui, justement, portent atteinte à l'unité nationale. Or, quand le dire aujourd'hui, on va se dire que non, les journalistes sont mauvaises langues, mais ce sont des choses qui se disent tout bas, mais qui créent des frustrations et qui alimentent, qui sont le carburant d'une certaine révolte intérieure sourde, mais révolte qui est quand même réelle. Or, aujourd'hui, le tribalisme est là, mais vous savez très bien que l'un des plus grands pansements du tribalisme que nous avions ici, c'était l'équipe nationale du Cameroun. Quand les Lions indomptables jouaient, c'est tous les Camerounais qui étaient derrière. On ne voulait pas savoir que celui qui a marqué le but était un anglophone, un francophone, un Bamileke ou un Babimbi. Mais on s'est dit que c'était l'équipe nationale. Or, depuis que, justement, la mauvaise gouvernance a tué le football au Cameroun, le grand ciment, ce ciment, a laissé ouverte, béante, une plaie qui, justement, s'appelle l'unité nationale. Donc, les dangers de l'unité nationale aujourd'hui sont beaucoup plus réels qu'il y a des questions qu'elles veulent. Mais moi, je vais revenir sur cette conscience entre les populations et l'armée. Flavien Valonongo, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est qu'une guerre. C'est-à-dire que vous vivez dans une ambiance permanente où vous avez des gens qui se cachent, vous ne savez pas d'où ils viennent, ils peuvent vous tirer dessus à tout moment. Vous ne savez pas ce que c'est que le militaire qui est sur le terrain, qui a vu deux de ses compagnons égorgés quelque part tout simplement parce qu'ils étaient isolés, et qui maintenant, quand ils arrivent dans un village pour rechercher les gens, vous réalisez que dans ce village, il y a même des gens qui sont complices, qui donnent les déplacements de l'armée. Ça veut dire que c'est un contexte extrêmement difficile. Mais on parle des questions de confiance et des renseignements à ce niveau-là. Cette confiance, justement, elle-même, elle doit être aussi implémentée par les populations qui doivent être en mesure de renseigner l'armée. Mais ces populations, elles font preuve d'une complicité passive. C'est-à-dire que parfois, elles ont peur de parler, parce qu'elles se disent que si elles parlent, elles peuvent être tuées. Et maintenant, elles ont peur de l'armée en se disant que si l'armée arrive pour rechercher ces gens-là, il peut y avoir des excès. Donc c'est très très difficile. Et moi, je me suis ému tout à l'heure, lors du dernier journal, là où quand j'ai vu l'ambassadeur des États-Unis dire que non, le Cameroun, l'aide que les États-Unis offrent au Cameroun, c'est uniquement pour Boko Haram, parce qu'ils ont envoyé 2 petits avions de surveillance, alors qu'on nous avait annoncé ici qu'ils allaient nous envoyer du matériel pour les mines antipersonnelles, pour les machins. Mais maintenant, ils envoient 2 petits avions d'observation et ils disent, et c'est ça qui m'a fait sursauter, ils disent que l'armée camerounaise doit faire preuve de respect des droits de l'homme. Les militaires américains ont respecté les droits de l'homme en Somalie, ils ont respecté
droits de l'homme au Vietnam. Les militaires américains ne peuvent pas donner des leçons puisque eux-mêmes ils savent ce que c'est que le terrain. Et quand vous êtes face à des extrémistes qui ne viennent que mourir ou tuer. Donc, on ne peut pas. C'est-à-dire que c'est un contexte absolument difficile. Et les États-Unis n'ont pas de leçons à donner, de leçons de tempérance à donner. Au contraire, ils devraient augmenter les moyens au Cameroun. Par exemple, en nous donnant des drones, en nous donnant des missiles. C'est-à-dire que pour permettre. Il y a 300 soldats américains au Cameroun depuis. 300, mais ils font quoi? Est-ce que ces 300 soldats américains, c'est eux qui réussissent à contenir les assauts de Boko Haram ou des bandes armées qui sont du côté de l'extrême? Non, moi j'en doute, parce que malgré la présence de ces 300 soldats américains, on ne voit rien. On a plus vu 2 petits avions, je dis des petits, on appelle ça, je vais vous dire comment on a, des petits avions hélices qui sont là pour l'observation. Non, c'est trop peu pour aider un pays qui est en but à des bandes armées qui viennent brûler des villages, qui viennent tuer des gens. Moi je pense que les États-Unis n'ont pas de leçons de nos Cameroun. Mais par contre, la situation sur le terrain, surtout au sud-est et au nord-ouest, est extrêmement difficile à vivre. Pour nos militaires, il faut d'abord le dire, il faut le reconnaître, qu'on ne leur jette pas la pierre parce qu'en se disant que non, les militaires ne peuvent pas combattre les groupes armés en leur donnant des bises et des caresses. Très bien. Alors, donc, on parcourt l'article, en tout cas, la plupart des sujets traités par la presse, concernant notamment la veille du 20 mai, et ce qui a été également mis en place comme, tout au moins, stratégie pour contrecarrer notamment des éventuelles attaques et éventuelles mauvaises habitudes qui créent aujourd'hui la psychose dans les régions anglophones, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, quand Mutation titre parlant de paix et unité, Mutation parle attention, danger, c'est exagéré? Non, pas du tout, parce que la paix et l'unité est menacée au Cameroun depuis des années. Ce n'est pas seulement l'apanage de la crise anglophone ou alors de Boko Haram. Cette paix est menacée depuis des années. Je prendrai 2 exemples concrets. D'abord, la question du tribalisme. Le tribalisme met en péril la paix et l'unité. 2 exemples. Un seul exemple. Lorsque j'appelle un compatriote, un Bamenda ou alors un Bouddha, je crois que ça crée une certaine fracture entre moi et ce compatriote. Et ça peut renverser effectivement la paix et l'unité. À l'instant du les Pygmées. Les Pygmées, voilà. Donc,